C'est une évidence, je n'ai même pas dû réfléchir trop longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous donner le top 5 de mes lectures de 2021. Restez avec moi. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis ravie de vous retrouver. La fin de l'année approche, c'est le moment des bilans, c'est le moment idéal de vous présenter les 5 meilleures lectures de cette année. Les 5 livres que j'ai le plus aimés en 2021. Ça va vous faire aussi des conseils de lecture parce que si ça se trouve en ce moment, vous avez quelques jours de vacances pour les fêtes de fin d'année, donc peut-être un peu plus de temps à consacrer à la lecture. Ben voilà, donc vous pourrez lire quelques-uns des livres dont je vais vous parler, entre un repas et l'autre bien sûr. Alors, je ne vais pas vous les donner par ordre de préférence, mais juste par ordre chronologique à partir du premier et jusqu'au dernier que j'ai lu au cours de l'année. Le premier livre dont je veux vous parler est Alegría de Manuel Vilas. L'original espagnol date de 2019, moi je l'ai lu en traduction française parce que j'ai eu le bonheur d'être l'interprète de l'auteur lorsqu'il est venu présenter la traduction française de ce roman justement ici à Paris. C'est un roman que j'ai énormément aimé, j'avais déjà adoré son livre précédent, Ordesa, je l'avais même préféré, mais les deux sont vraiment des livres que j'ai beaucoup aimés, que je vous conseille. Alors, Manuel Vilas est un auteur dont j'apprécie particulièrement cette capacité extraordinaire d'observer et de décrire les éléments les plus profonds de l'âme humaine. Vraiment, il a cette capacité de décrire avec un style absolument poétique ces sentiments qui font vraiment l'essence de la condition humaine. Dans le livre précédent, Ordesa, il s'était concentré sur la perte de ses parents, sur ce deuil qui lui paraît insurmontable, sur cette douleur immense. Et donc cette absence qui devient présence et qui devient une présence vraiment obsessionnelle. Avec ce deuxième livre d'inspiration autobiographique, Alegría justement dont je vous parle, Manuel Vilas passe de la douleur à la recherche de la beauté et à la recherche de la joie justement dans les choses qu'on a perdues, alors que dans le livre précédent il se concentrait justement sur ses parents et sur la perte de ses parents. Dans Alegría, il tourne le regard plutôt vers l'avenir, donc il parle beaucoup de ses enfants et il essaye précisément de tisser ce lien qui unit les générations, qui marque le passage entre le passé et la génération de ses parents et le futur avec la génération de ses enfants, se situant au milieu entre les deux vraiment comme élément de transmission. Alors c'est un livre, je vous le disais, très poétique où j'apprécie particulièrement vraiment voilà, cette sensibilité de l'auteur par rapport à des sujets d'ailleurs qui me parlent beaucoup, des sujets auxquels je suis particulièrement sensible, la réflexion sur la mort, la peur de la mort, l'obsession de la mort, l'obsession de la perte des êtres aimés, et puis dans Alegría justement la manière de percevoir et de ressentir de la beauté, de la joie malgré la perte, malgré la douleur. Il y a un autre sujet qui est très présent, qui est celui de la dépression, qui est traité d'une manière magistrale. Donc voilà, un très beau livre, un livre que je vous conseille. D'ailleurs, je lui avais consacré une vidéo, donc je vous laisserai le lien pour retrouver cette vidéo dans laquelle j'avais déjà parlé de ce livre. Alors, je dois dire que l'auteur revendique une espèce de changement de perspective entre Ordesa et Alegría. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment un changement de perspective. Alors moi, tout du moins, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je vois plutôt une continuité entre les deux, même si, c'est vrai, il y a dans Alegría cette ouverture et cette recherche justement de la beauté et de la joie dans ce qui est perdu à tout jamais. Dans tous les cas, une très belle lecture que je vous conseille. Le deuxième livre que je veux vous présenter est L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Il s'agit d'un livre italien que j'ai lu en italien mais qui existe en traduction française. Alors c'est un livre absolument magnifique pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour l'histoire éditoriale particulière et très difficile qu'il a eue. Ensuite pour la vie, pour la biographie de son autrice qui est une biographie absolument extraordinaire. Et il faut le dire pour la valeur littéraire du livre, qui est une œuvre absolument magnifique. Alors, je vous disais que le livre a eu une histoire éditoriale assez particulière. Effectivement, il a été publié en 1998 en Italie, juste en quelques exemplaires. Il n'a connu aucun succès, vraiment aucun succès. Et c'est seulement plus tard, grâce à la parution de quelques traductions qui ont connu un énorme succès à l'étranger, que ce livre a pu connaître le succès qu'il mérite même en Italie.
La protagoniste de ce livre s'appelle Modesta. Tout le livre est construit autour de cette femme, de cet enfant d'abord, et puis de cette femme qui naît le 1er janvier 1900 et que nous suivons dans les années, dans les décennies même. Elle traverse vraiment le siècle en tant que protagoniste ou en tant qu'observatrice des événements historiques et des changements sociaux qui caractérisent justement le XXe siècle. C'est un personnage absolument extraordinaire, un personnage féminin unique dans l'histoire de la littérature italienne certainement et même au-delà. Il s'agit d'une femme avec une force extraordinaire qui naît dans un milieu pauvre, dans la misère la plus absolue. Elle naît en Sicile et qui sera capable vraiment d'aller chercher une vie que ses origines ne lui promettaient pas, vraiment pas. Elle sera capable, grâce à sa force, grâce à son caractère, grâce à sa personnalité unique, à sa résilience, de changer le cours de son histoire à elle, si l'on veut, et d'aller construire une identité et une vie extraordinaire. Elle est moderne, révolutionnaire, en avance sur son temps, de plusieurs points de vue. Du point de vue du féminisme, du point de vue de sa vie sexuelle absolument libérée, du point de vue de l'éducation qu'elle donne à ses enfants, un esprit libre. Donc voilà, un personnage féminin inoubliable dans l'histoire de la littérature, une lecture que je vous conseille vraiment pour toutes ces raisons. Alors c'est un très gros livre, donc il faut voilà, avoir envie de ce type de lecture, en sachant que moi par exemple je n'ai pas aimé toutes les parties du livre de la même manière. Il y a des parties qui m'ont plu moins que d'autres, quelques passages peut-être qui m'ont carrément ennuyé un tout petit peu, mais dans l'ensemble une lecture qui vaut vraiment la peine, même pour quelqu'un comme moi qui en général n'aime pas trop les lectures trop longues. Enfin j'ai une préférence pour les textes plus courts, même si évidemment le nombre des pages n'est pas un critère pour évaluer la qualité d'un texte. Donc voilà, profitez peut-être de ces jours de fête pour aborder cette lecture qui demande un peu plus de temps, mais qui vaut vraiment la peine. Alors le livre suivant est Le jour d'avant de Sorge Chalandon. Un coup de foudre littéraire pour moi, absolu. C'est un livre qui a été publié en 2017. Moi, je l'ai lu il y a quelques mois, justement. Je l'ai lu en français, j'ai lu l'original, parce que j'ai eu le bonheur d'être l'interprète de l'auteur lors d'une présentation en ligne de la traduction italienne de ce livre qui a été publié cette année justement en Italie. Alors c'est un livre qui mélange faits réels et fiction. Les faits réels sont ceux liés à la catastrophe de la mine de Liévin qui a eu lieu en 1974 dans le nord de la France. Sorge Chalandon est journaliste et à l'époque de cette catastrophe il était un jeune journaliste donc qui a été absolument choqué par ces événements et par la manière dont ils ont été gérés par la politique. Ce qui l'a choqué en particulier, c'est le fait qu'on ait tout de suite parlé de fatalité alors que, comme il explique, il n'y avait rien d'imprévisible là-dedans. C'est-à-dire, il y avait eu tout simplement des normes de sécurité qui n'avaient pas été respectées, ce qui avait provoqué cette catastrophe et ce qui avait provoqué donc la mort des 42 hommes qui étaient présents sur les lieux. Alors, généralement, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis, je n'aime pas les livres qui mélangent fiction et réalité. Alors, ce que j'aime pas en fait, c'est quand la frontière entre les deux n'est pas claire. Dans ce cas-là, la frontière est très claire, donc ce mélange ne me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est une richesse de ce livre. La frontière est claire dans la mesure où les faits réels sont ceux liés à la catastrophe et la fiction est celle liée au protagoniste et à la famille du protagoniste qui sont des personnages inventés. Je ne vais pas vous en dire plus justement pour vous laisser découvrir par la lecture cette trame qui est construite de manière magistrale. C'est vraiment une des qualités de ce livre. Pas la seule, évidemment, mais une des qualités, la manière dont l'auteur construit cette trame avec des coups de théâtre inattendus. Donc c'est vraiment une lecture qui nous surprend au fur et à mesure. Et au-delà de ça, c'est une lecture absolument émouvante parce que l'histoire de ces hommes est émouvante, parce que ce qu'ils ont vécu est très émouvant et qu'il est émouvant de penser qu'il y a énormément d'hommes qui ont connu ces situations-là de travail dramatiques, qui ont été les victimes de catastrophes trop souvent. Et donc c'est vraiment une lecture très intéressante que je vous conseille. Je vous laisserai donc ici le lien de la vidéo dans laquelle j'avais déjà parlé de ce livre qui, encore une fois, a été un énorme
coup de foudre littéraire pour moi, lisez-le. Le livre suivant est d'origine italienne d'Anne Plantagenet, un livre de 2019 que je viens de lire et que j'ai vraiment adoré. Anne Plantagenet est écrivaine, mais elle est aussi traductrice et c'est comme ça que je l'ai connue en fait, parce que elle est notamment la traductrice de deux autrices que j'ai accompagnées récemment en tant qu'interprète, donc nous avons eu l'opportunité de nous croiser sur des présentations de livres, nous nous sommes connus comme ça, et c'est là que j'ai découvert qu'elle est aussi écrivaine, et j'ai eu envie de découvrir sa plume. Et ben j'ai très bien fait, parce que ce livre est absolument magnifique, un tout petit livre qui se lit rapidement, donc ce livre a cette qualité, celle de concentrer un peu de pages, vraiment une histoire très intense. La prose d'Anne Plantagenet dans ce livre est une prose absolument poétique, très délicate, magnifique. Une prose, j'ai envie de le dire, qui m'a fait penser à Annie Ernaux et qui m'a fait penser dans quelques passages spécifiques à Marguerite Duras, deux autrices immenses. Dans ce livre, Anne Plantagenet nous raconte ses origines italiennes, des origines du côté de la famille de sa mère. Son grand-père maternel a quitté l'Italie et est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Donc elle nous raconte l'histoire de son grand-père, l'histoire donc aussi de sa mère, qui est la fille de cet homme d'origine italienne, cet homme silencieux qui ne dit pas grand-chose, dont on sait peu finalement, et le personnage donc de la mère de l'autrice devient un personnage très important dans l'histoire. Les origines italiennes de l'autrice sont une partie de son identité qu'elle méconnaissait en fait jusqu'à relativement récemment. Elle ne connaissait pas bien l'histoire de cette famille, elle n'avait jamais été à l'endroit où son grand-père était né. Enfin bref, c'est des racines qui avaient été un peu coupées et à un moment donné, l'autrice a eu envie d'enquêter, d'en savoir plus, de poser des questions, de faire des recherches et d'écrire sur cette histoire. Le résultat est ce livre absolument magnifique, encore une fois très poétique, très délicat, mais très transparent. Elle est capable de mettre des mots sur des choses qui avaient été tues jusqu'à ce moment-là et même sur sa propre vie, parce que ce qui est très beau dans ce livre est aussi la manière de passer du récit de la vie de son grand-père, de ses racines, de ses origines, au présent, avec des scènes de la vie quotidienne qui sont très bien racontées, des photos, vraiment des images qui sont parlantes, qui sont très belles, des scènes dans la cuisine où l'autrice parle avec sa mère et lui pose des questions, où on voit les réactions gênées, la douleur même de sa mère. Et tout ça, voilà, au moment où on épluche les légumes pour préparer le repas, enfin voilà. Donc ce passage entre le passé et le présent est très bien maîtrisé de la part de l'autrice, et les quelques touches dans lesquelles en plus elle raconte sa propre vie, des passages, des phrases sur ses amours, sur sa jeunesse, sur ses mariages, ses divorces, ses enfants, la construction de son identité à elle, le rapport avec sa mère, l'envie de ne pas ressembler à sa mère en tant que femme. Enfin, c'est des choses très intéressantes, très émouvantes, très profondes et qui sont très très bien racontées, vraiment encore une fois avec une prose très belle, très poétique et très lisse. Donc vraiment une très belle lecture, un petit livre que je vous conseille. Et puis le dernier livre de mon top 5, c'est Passion simple d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, vous le savez certainement, est une autrice fondamentale de la littérature française contemporaine, une autrice que j'adore, je ne me fatigue pas de vous parler d'elle, ce n'est pas la première fois et vraisemblablement ce ne sera pas la dernière. Passion simple est un tout petit livre, une poignée de pages qui raconte la liaison de l'autrice avec un diplomate russe. Alors il s'agit comme toujours pour Annie Ernaux d'un livre d'inspiration autobiographique, donc elle nous raconte ici la liaison avec cet homme qui se résume à un mot, l'attente. En fait, c'est une liaison secrète puisque cet homme est marié et qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets autour de cet homme et autour de ses activités dont l'autrice ne sait pas grand-chose. Et voilà, c'est une liaison très douloureuse. Elle ne peut pas le joindre, elle ne peut pas l'appeler. Elle raconte dans ce livre ce qu'est la passion simple, au sens vraiment le plus intime, le plus profond, le plus animal même du terme. Alors si vous connaissez cette autrice, vous savez qu'elle a une écriture précisément sans filtre, une écriture qui va
au fond des choses. Comment j'ai découvert ce livre? C'est assez intéressant parce que moi j'avais lu déjà il y a quelques années Se perdre, un autre livre d'Annie Ernaux que j'avais adoré et qui est justement le journal intime qu'elle a écrit au cours des mois de cette passion pour cet homme. Et puis récemment, je regardais une vidéo sur YouTube et j'ai découvert l'existence de cet autre livre de passion simple qui racontait la même histoire. Donc j'ai eu envie de le lire pour voir la différence et pour comprendre. Il faut dire que dans Se perdre, qui a été publié en 2001, et qui a été publié donc plus tard par rapport à Passion simple, Annie Ernaux parle de Passion simple. Tout simplement, j'avais pas dû enregistrer l'info. J'ai très envie de vous lire quelques lignes qu'on trouve au début de Passion simple, des lignes qui sont magnifiques. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Donc voilà, une très belle lecture que je vous conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres contenus comme celui-ci. Et vous pouvez d'ailleurs aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire quel livre vous êtes en train de lire en ce moment, quel livre vous accompagne en ce moment de fête de fin d'année. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!